Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de Commander Legends, mais pas de notre édition de base, on va parler des decks commandeurs qui sont édités à côté de cette édition. Alors avant toute chose on va passer par la phase de pub, et comme d'habitude je vais vous dire que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram notamment, que vous avez notre adresse mail si jamais vous voulez nous contacter à côté, voilà, il n'y a pas de problème, hein, on est là, on est disponible. Et il paraît également que, vous pouvez tout simplement aussi suivre la chaîne ici, directement sur YouTube, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, n'hésitez pas à partager aussi, tout ça c'est très important pour que la chaîne soit bien référencée par YouTube, et généralement quand YouTube est content, nous aussi on est content, il faut l'avouer. Et bien quoi d'autre, on est dans les derniers jours jusqu'au 25 novembre, jusqu'à ce mercredi, pour pouvoir participer pour pouvoir candidater en fait, et devenir membre des decks évaluators du Discord de la tour de commandement pour évaluer les decks et aider à avancer au niveau de l'évaluation du GUNEC, voilà, du guide utile de notation et d'équilibrage du commandeur, notre fameux guide. Et donc voilà, il vous reste quelques jours, donc pressez-vous. Sinon, une autre annonce, on a dépassé il y a quand même déjà un petit moment, bon voilà, parce qu'on a eu les avant-premières à faire, mais on a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne, et c'est un grand merci que je vais vous dire, mais je compte le faire de manière un petit peu plus large, un petit peu plus grande, c'est-à-dire que je vais vous faire une vidéo prochainement, une petite vidéo pour vous annoncer qu'est-ce qu'on va faire pour ces 3000 abonnés, mais il y aura notamment une petite partie où je vais discuter avec vous, voilà, parce que j'ai besoin de vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, et de qu'est-ce qui est envisagé pour la suite des événements, aussi qu'est-ce qui est envisagé pour tout ce qui tourne autour de la tour, bien évidemment, et aussi vous parler un petit peu, vous remercier plus chaleureusement en fait de tout ce que vous faites pour la tour, voilà, en tant que public, et derrière également remercier en fait comme il se doit tous les VIP, c'est-à-dire tous les tipeurs, toutes les personnes qui nous ont également soutenus sur le Twitch de la tour de commandement, qui nous ont acheté ponctuellement ou qui nous ont soutenus ponctuellement financièrement, je vais tous vous remercier puisque sur le Discord on va vous faire apparaître prochainement pour cet événement-là, pour cet événement des 3000 abonnés en live, qui aura lieu en live, donc suivez la tour de commandement sur Twitch également, il y aura un Commander Mix, c'est-à-dire un petit mélange entre Commander Legends, donc les partenaires de Commander Legends, et Jumpstart, donc voilà, je vous ferai une petite description un peu plus longue dans la vidéo pour annoncer les 3000 abonnés, et pour annoncer du coup ce fameux live qui se déroulera dans la semaine. Et je précise évidemment qu'il y aura un concours pour gagner des boosters collecteurs de Commander Legends, parce que sinon c'est pas drôle. Bref, passons maintenant au sujet du jour. On va parler des deux decks préconstruits de Commander Legends qui sont sortis en même temps que l'extension, donc qui sont sortis là, voilà, ce vendredi, le 20 novembre. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà mis la main dessus, certains hésitent peut-être à mettre la main dessus. Ce sont des decks qui sont assez peu chers, on retrouve la même logique que dans les decks de Zendikar, Renaissance Zendikar. C'est tout simplement que voilà, les decks sont beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles pour que les joueurs puissent se mettre facilement au Commander sans avoir besoin d'un gros budget. Et on va parler de ces deux decks donc, qui sont respectivement Récolter le fruit des marais, qui est vert-bleu, et Armez-vous pour le combat, qui est le deck Boros. Donc voilà, ces deux decks qui vont nous intéresser aujourd'hui. Comme d'habitude, plutôt comme la dernière fois, je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes des différents decks, parce que sinon ça serait un petit peu long. Je vais vous parler plutôt des cartes un peu centrales, des nouvelles cartes, et ensuite on va parler des cartes intéressantes qui vont bien dans la logique, expliquer un petit peu la stratégie de chaque deck, et parler après des améliorations qu'on peut faire sur chaque deck. Voilà, donc c'est assez intéressant pour cette fois-ci, on a pas mal de choses dont on peut discuter. Et on va commencer avec Récolter le fruit des marais, le deck Simic bleu-vert. Le commandant de ce deck, c'est Aesi, tyran du détroit de l'Épicycle, qui coûte 6 dont 1 vert et 1 bleu, c'est une 5-5 grand serpent, et oui, pas un serpent tout court, c'est un grand serpent, voilà. Et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. Que peut-on dire de Aesi ? C'est assez simple, c'est une grosse bête. Voilà, déjà on est sur un grand serpent, c'est le classique, c'est ce que j'appelle le deck Paila, en gros, voilà. Donc le deck fruit de la mer, si vous voulez. Donc du coup, tous ces petites créatures de la mer fort sympathiques et pas du tout menaçantes, non je déconne, généralement sur de gros steaks, des gros thons en fait, qui ont tendance, donc voilà, des gros thons c'est très littéral pour le coup, et du coup qui ont tendance à avoir des effets assez démentiels, mais qui coûtent généralement très cher en mana, et la plupart du temps, ils sont en bleu, parfois bleu-vert, donc du coup cette combinaison simique qui est assez intéressante. Alors que fait ce grand serpent ? En fait, on est vraiment dans la logique de « je veux avoir des grosses bêtes ». Et déjà, notre commandant en lui-même est une grosse bête. 6 de mana pour un commandant, c'est quand même assez cher, on peut le dire, hein. Généralement, on est habitué à 3, 4, 5. Le 6, ça commence à être vraiment le haut du panier, où on commence vraiment à être dans les commandants très chers. Mais ici, Aesi nous propose directement un avantage qui est très intéressant,
c'est que vous allez pouvoir poser des terrains supplémentaires à chacun de vos tours. C'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent dans Magic. Je veux dire, on a à peu près 5-6 cartes qui existent dans Magic qui nous permettent de le faire. Alors généralement en vert, voilà, ou alors en bleu-vert justement, si on veut poser un terrain supplémentaire ce tour-ci. Le vert permettant également de ramper et de poser des terrains supplémentaires via des sorts. C'est vrai que on a cette logique en fait où là on est dans la combinaison colorée qui est tout à fait adaptée à ça. Je veux dire voilà, on a eu des cartes récemment qui fonctionnaient là-dedans, donc oui. Cet avantage-là du terrain supplémentaire, sachant que le vert peut déjà ramper, donc c'est-à-dire utiliser des sorts qui vont mettre directement depuis votre bibliothèque des terrains sur le champ de bataille, c'était déjà intéressant, mais là en plus dire qu'on peut poser des terrains en plus de notre main, c'est déjà un gros avantage. Et c'est quelque chose qui fait une grosse distinction entre Aesi et l'un des autres commandants dont on peut parler qui lui ressemble énormément, c'est-à-dire Tatyova. Tatyova en fait qui faisait qu'à chaque fois qu'un terrain arrivait en jeu sous votre contrôle, vous piochez une carte et vous gagnez un point de vie. Ici on se retrouve avec la même capacité, c'est voilà, mais vous pouvez piocher ici. Alors donc du coup c'est pas obligatoire, c'est bien parce que il y a des moments en fait si jamais vous arrivez à enchaîner un petit peu les terrains ou que vous jouez par exemple avec des fetch, donc du coup vous avez beaucoup de terrains qui arrivent dans le champ de bataille en même tour, c'est vrai que ça peut être bien de se limiter un petit peu au niveau de la main une fois de temps en temps. Donc voilà. Alors, donc, certains d'ailleurs m'ont posé la question, je vais l'analyser tout de suite, pourquoi est-ce que Aesi est meilleur que Tatyova? Tatyova coûtant 5 mana, et Aesi en coûtant 6 derrière. Parce que du coup, c'est un mana de plus, c'est quand même un peu plus cher, et puis Tatyova permet de faire des gagner points de vie. Alors, je suis d'accord, mais les points de vie, en fait, c'est une plus-value qui est très limitée. Je veux dire, au niveau des terrains, ouais, vous allez pouvoir gagner quelques points de vie, donc, allez, peut-être une dizaine ou une quinzaine de points de vie sur la partie, sachant que Tatyova coûte quand même 5 à jouer, donc du coup, il vous faut quand même le mana avant. Donc tout de suite ça apporte un petit peu de la nuance à ce power level de Tatyova, et on compare avec Aesi qui lui va nous permettre de jouer littéralement un terrain supplémentaire par tour. Ce qui fait que techniquement Aesi nous dit aussi, vous allez pouvoir piocher une deuxième carte à chaque tour. Voilà, donc vous allez pouvoir piocher 2 cartes par tour si vous avez 2 terrains en main. Et ça fonctionne très bien, parce que du coup c'est une plus-value que Tatyova à elle seule ne pouvait pas nous offrir. Elle ne pouvait pas nous offrir 2 pioches par tour. Il fallait qu'on ait d'autres cartes à côté qui nous permettaient de jouer les terrains supplémentaires ou d'aller en chercher directement. Donc Aesi est un très bon commandant, c'est un commandant très value, et en fait, contrairement à beaucoup d'autres commandants qui sont des pièces centrales du deck, ici Aesi c'est un support du deck. Ce que je veux dire c'est que le but c'est pas de caster Aesi et ensuite on va faire des trucs et ça va casser la partie. Non, Aesi en fait il va vous permettre juste de dire je mets plus de terrain, je pioche plus de cartes. Voilà, donc c'est un moteur en fait, c'est un moteur pour le deck, c'est pas central, je veux dire vous pouvez très bien jouer sans, si vous avez d'autres effets qui fonctionneront un peu pareil, ce qui est tout à fait, ce qui existe, hein, voilà, donc vous pouvez en avoir, mais du coup à lui seul déjà c'est un bon moteur que vous avez en zone de commandement. Ce qui est intéressant c'est le reste du deck et comment est-ce qu'il fonctionne. On va parler des 2 autres cartes exclusives, le Behemoth des Abysses et l'Hydre Automutilatrice. Alors le Behemoth des Abysses c'est un Kraken, voilà, qui coûte 7, dont 2 bleus, c'est une 7-7, vous renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, dégagez-le, et il acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle attaque pendant la prochaine phase de combat de son contrôleur si possible. Alors, c'est très intéressant, en fait parce que le Behemoth des Abysses synergise tout seul, et en plus il synergise avec Aesi. Parce que renvoyer les terrains dans la main de leur propriétaire, donc voilà, t'es là, bon, bah du coup on se renvoie un terrain à la main, c'est pas terrible normalement. Mais oui, mais avec Aesi à côté qui nous permet d'en jouer un de plus, si jamais on en avait plus en main, bah on peut du coup rejouer ce terrain à côté. Donc assez intéressant, d'autant plus que il donne quand même, enfin, il fait quand même 2 choses très intéressantes pour une créature en commandeur. C'est, il se dégage tout seul. Voilà, vous pouvez le dégager en éphémère, et en plus derrière il gagne la défense talismanique, donc il se protège. T'es là, ouais, quand même, c'est pas mal du tout. Et en plus derrière, il oblige les créatures, certaines créatures, à attaquer. Donc c'est pas mal du tout, parce que vraiment, t'es là, forcer l'attaque, c'est généralement quelque chose qui est très intéressant et qui peut être très stratégique en fait, quand on le fait bien. Donc voilà, le Behemoth des Abysses, il est parfait en fait, je trouve qu'il a un bon design pour un Kraken, il est pas excessivement cher, et ouais, il est bien, et puis il a un joli look. L'Hydre Automutilatrice, alors elle est assez spéciale, j'avoue, c'est une hydre qui coûte X et 3 verts, c'est une 1-1 de base, et oui, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous répartissez X marqueurs +1/+1 sur elle, et n'importe quel nombre de commandants. Et bah du coup, là vous avez une répartition de marqueurs à faire, c'est-à-dire que vous pouvez booster votre commandant, ce qui est assez ballsy, il faut avouer, parce que
c'est pas souvent en fait qu'on a des cartes qui permettent de booster les commandants en leur mettant des marqueurs. C'est très spécifique en plus, parce que là c'est pas n'importe quel nombre de créatures, c'est vraiment les commandants. Et en plus derrière l'hydre, bon alors voilà, vous pouvez répartir pour qu'elle ait quelque chose, qu'elle ait rien éventuellement, on s'en fout, c'est une 1-1. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant ici, si jamais vous avez des commandants qui ont envie de se booster, qui sont éventuellement un petit peu aggro, ou un petit peu grotons, ou qui ont de l'évasion, etc. Ça peut être intéressant du coup de la jouer dans ces decks là. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez intéressant avec cette hydre là. Alors du coup, le but de ce deck récolter le fruit des marées, vous l'avez compris, c'est gagner du mana rapidement, arriver à ASI et continuer à poser les terrains supplémentaires. D'ailleurs, dans le deck, je tiens à vous préciser, il y a déjà 45 terrains, il me semble à peu près. Donc oui, on arrive avec un gros lot de terrains dans le pack de base, ce qui est assez démentiel, parce que généralement on ne joue pas autant de terrains dans un deck commander, mais là évidemment on joue avec une grosse mana curve, voilà, des créatures qui coûtent cher, etc. Et du coup on a placé pas mal de rampes dans ce deck, et j'ai envie de vous parler un petit peu des rampes présentes dans le deck, parce qu'il y a des bonnes rééditions, et qu'il y a des rééditions vraiment surprenantes. On va commencer avec les trois premières, avec Oracle Annelé, Vieux Sage de la Yavimaya et Excavatrice de Ramunap. Alors évidemment l'Oracle Annelé, c'est nous qui l'avons spoilé, et ouais, content. Mais du coup l'Oracle Annelé, bah alors vous allez me dire oui, c'est de la value, c'est du ramp, oui, en effet, on est sur un mix de value et de ramp en fonction de la sortie. Donc voilà, on est sur un gros classique, l'Oracle Annelé, ça fonctionne bien dans ces decks là, surtout que c'est un drop 2, c'est peu cher, et en plus, si jamais on le sort après notre commandant, et qu'on tombe sur un terrain, et bien du coup on aura le droit de piocher une carte en plus. Donc c'est quand même une carte très value. Et si on pioche une carte directement, ça peut être, voilà, donc ça peut être un sort de rampe, etc. Donc ouais, c'est intéressant. Oracle Annelé fonctionne très bien dans ce deck. Le Vieux Sage de la Yavimaya, lui c'est pareil, il va nous permettre aussi de piocher, il va nous permettre aussi de chercher les terrains de base, parce que du coup, bon, il a cet effet quand il meurt, mais vous avez aussi moyen de le sacrifier directement pour piocher des cartes. Et c'est quand même génial, parce que vous allez faire en sorte d'aller chercher 2 terrains de base, pour pouvoir ensuite les mettre dans votre main et éventuellement les jouer avec ASI, ou alors bah, tout simplement avoir des moteurs en fait, à continuer à avoir des terrains pour les prochains tours pour arriver jusqu'à ASI, ou quand il arrivera pour avoir des terrains en main. Donc c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça fonctionne très bien, et puis en plus ça fait de la draw, donc on remplit vraiment bien la main avec le Vieux Sage. L'excavatrice de Ramunap, alors on a fait une game hier, en live en fait hier avec les decks préconstruits, et je me suis retrouvé avec Excavatrice de Ramunap qui est sortie T3 et qui est restée pendant toute la partie, avec une immensité terramorphe ou un étendard sauvage en évolution, je me souviens plus très bien. Et en fait ça fonctionne très bien avec ASI, parce que du coup vous avez ASI sur le champ de bataille, il vous permet de jouer 2 terrains, Excavatrice vous permet de les jouer depuis le cimetière, bah du coup vous jouez votre étendard sauvage en évolution, vous le craquez, vous allez récupérer un autre terrain, donc du coup là vous avez déjà pioché 2 cartes, votre étendue sauvage en évolution est à nouveau au cimetière, donc du coup vous le rejouez, vous repiochez une carte, vous allez chercher un terrain et vous repiochez encore une carte. Donc ça fait énormément de value en fait avec ASI, c'est très fort, très puissant. Donc voilà, c'est un effet qui, même si c'est pas un effet de rampe direct en fait, ça permet à tous vos effets de tout simplement de fetch, donc voilà tous ces terrains qui vont sacrifier pour aller en chercher d'autres, et ben de fonctionner encore mieux avec ASI. Ensuite on a des sorts de rampe plus classiques, et je vous ai mis les 3 gros classiques qui ont été réédités dans cette édition là, mais ce ne sont pas les seuls, et c'est tellement bien qu'il y en ait autant dans les packs. On a Croissance Luxuriante, Portée du Kodama et Culture, et je vous avoue que j'étais extrêmement heureux de voir qu'ils avaient réédité les 3 ensemble, parce que c'est la sainte trinité, j'ai envie de dire, des sorts de rampe classiques du vert. Voilà, Croissance Luxuriante, Portée du Kodama et Culture, ce sont les gros classiques. D'un côté parce que voilà, ce sont ceux qui vont chercher les terrains de base, peu importe lesquels, et qui vont les faire arriver engagés. Après il y en a d'autres qui existent, voilà, donc du coup il y en a d'autres dans le pack qui sont très intéressants, d'autres qui sont édités dans Commander Legends à côté, notamment 3 visites, mais ça je vous invite à aller voir la vidéo sur les rééditions, il paraît que c'est intéressant, et du coup, ouais, ça marche bien. Ces cartes-là, le fait de les avoir directement dans le pack, c'est déjà une assurance comme quoi vous avez déjà vos sorts de rampe qui sont très efficaces pour le deck. Et vous pouvez juste les renforcer avec d'autres, quelques-uns en plus qui sont disponibles. Donc voilà, ça fait très plaisir en tout cas. Alors du coup on a parlé de la partie rampe qui est quand même très importante, et ensuite on va parler de la partie un petit peu value. Alors, j'ai été assez étonné de voir ce qu'il y avait dans le pack, mais je vais commencer par ces 3 là. On a les mages des grands fonds, Meloku le miroir voilé, et les ballottes déchaînées. Alors, Mage des grands fonds, alors les gens qui se posent des questions, qui se disent mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Parce que c'est pas un jeu Mark of Plus qu'on a actuellement, c'est un jeu qui est orienté autour du fait de jouer de la rampe et ensuite d'avoir des grosses bêtes. Mais justement, comme on a des grosses bêtes, bah du coup l'évolution va se déclencher, parce que c'est avec Mage des grands fonds, généralement, on n'attend même pas qu'il évolue, on essaie de lui mettre des marqueurs le plus vite possible pour piocher pas mal de cartes. Et c'est ça qui est intéressant avec ce Mage des grands fonds, c'est que ici il est utilisé dans sa forme la plus basique
dans le deck. Peut-être que vous aurez envie de l'enlever pour mettre quelque chose d'un petit peu plus conséquent, peut-être que vous aurez envie de le garder, mais en tout cas, Mage des Grands Fonds, ça reste une carte qui se met assez vite sur le board, surtout vu comment on rampe, et derrière qui peut juste grossir au fur et à mesure, vous faire piocher régulièrement des cartes, juste parce que vous jouez des bêtes. Donc voilà, on joue des terrains, on pioche, on joue des bêtes, on pioche, c'est bien. Meloku, le miroir voilé, ça c'est une très bonne réédition qui était, honnêtement je l'attendais pas, et pourtant c'est l'une des meilleures qui peut avoir dans ce deck, puisque on se retrouve quand même avec une carte qui nous permet de renvoyer les terrains pour faire des créatures. Alors en plus, elle vole elle-même, elle fait des créatures avec le vol, donc c'est très bien, ça fait de la défense en vol, c'est génial, rien à dire. Mais surtout, encore une fois, ce côté renvoyer les terrains à la main de son propriétaire, c'est intéressant parce que justement avec ASI, il y a des moments où on n'aura plus assez de terrain en main, et du coup il va falloir qu'on puisse continuer à faire de la value. Et la value elle est là, c'est Meloku qui dit hop j'engage un terrain et tiens je vais le renvoyer en main, je peux le rejouer, donc du coup je repioche une carte, et en fait on fait de la value avec nos terrains qui sont déjà sur le champ de bataille. C'est quand même assez énorme, et je trouve que ça fonctionne très bien dans ce deck, et c'est parfait comme réédition. On a ensuite les ballottes déchaînées, grand classique, j'ai envie de dire, là on est même plus étonné de les voir maintenant. C'est vrai que tous les decks qui ont tendance à jouer avec des terrains qui arrivent sur le champ de bataille, les ballottes déchaînées font partie de ces gros classiques, et ils sont toujours aussi efficaces en fait, parce que c'est vrai que on peut intégrer un petit peu justement de touche-terre dans ce deck ici avec ASI, peut-être pas non plus à outrance, hein, voilà, parce que le but c'est quand même de faire en sorte de ramper un maximum pour arriver à nos très très grosses bêtes, et bon la plupart n'ont pas le touche-terre, hein, il faut le dire, donc oui, mais ici c'est une petite plus-value supplémentaire, où en dehors d'avoir des cartes de créatures dans le deck, on a également des créatures qui font d'autres créatures supplémentaires, et ça fonctionne bien. Ensuite, on va parler un petit peu des grosses bêtes, et là j'ai fait une sélection, parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, de très bonnes rééditions, des rééditions vraiment lourdes pour certaines, et on va en parler tout de suite. On a le Léviathan de la Houle, Terrastodon et Vengeur de Zendikar. Alors Léviathan de la Houle qui est réédité, alors pour l'avoir testé avec les préconstruits, c'est une carte qui est absolument débile si vous jouez uniquement avec les préconstruits de base. Parce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une carte qui bloque la partie, puisque les créatures sans le vol ou la traversée des îles ne peuvent pas attaquer. Le problème c'est que la plupart du temps, le vol, bon, on peut l'avoir en effet, mais ici, comme on joue bleu vert, on peut aussi avoir la portée pour bloquer les créatures avec le vol. Donc ça rend la chose un petit peu compliquée, on va l'avouer, pour les adversaires, qui ne peuvent plus, littéralement plus rien faire, et du coup le Léviathan de la Houle, ça devient généralement une cible automatique. Et derrière, c'est, ok, bah je vais me faire cibler, et ensuite je vais me faire bourrer la gueule parce que j'ai osé bloquer la partie. Voilà, c'est un petit peu une carte de blocage qui est un petit peu hardcore, voilà. Donc, à moins de le jouer vraiment à un niveau un peu plus élevé et de vraiment préparer du coup de quoi le protéger, de vraiment l'utiliser à bon escient et au bon moment surtout, eh ben généralement le Léviathan de la Houle ça fait un peu mal et ça peut se retourner contre vous. Mais c'est une excellente carte de ce deck. Terrastodon qui est réédité, et oui, parce que Terrastodon c'est fort, ça permet de gérer beaucoup de choses, et quand on peut gérer à peu près tout et n'importe quoi avec un Terrastodon, eh ben on est assez content, et puis c'est une grosse bête derrière, donc du coup ça fonctionne bien avec toute la logique du deck, donc voilà, on n'a pas trop peur de ramper en fait, et d'arriver à ce Terrastodon. Le Vengeur de Zendikar c'est la même, étant donné qu'on a beaucoup de terrains qui arrivent sur le champ de bataille, et qu'en plus avec ASI on peut en poser 2 par tour, ça peut vite se retourner avec, ouais bah j'ai 10 terrains sur le champ de bataille, et puis ensuite je joue Vengeur de Zendikar, je fais 10 plantes, je joue 2 terrains avec ASI, t'es là, ouais ok d'accord, et là ça devient vite un peu le bordel. Donc c'est vrai que Vengeur de Zendikar, dans un deck où on peut jouer plusieurs terrains par tour, bah, c'est l'une des cartes qui est géniale en fait. Donc voilà, encore une fois une carte touche-terre qui a vraiment sa place ici. Je vais finir avec 2 autres cartes de grosses bêtes, l'Avatar du Soleil Verdoyant et le Fléau des Flottes. Alors l'Avatar du Soleil Verdoyant, pourquoi l'Avatar du Soleil Verdoyant je le mets autant en avant? Parce que c'est une carte en vert qui nous permet de gagner des points de vie avec la logique même de notre deck, c'est-à-dire jouer des grosses bêtes. Plus on joue des grosses bêtes, et plus l'Avatar va nous faire gagner des points de vie, sachant que lui-même déjà de base c'est une 5-5 et qui nous fait gagner 5 points de vie du coup quand il va arriver, c'est quand même très intéressant. Et vu déjà, bah vous avez vu les quelques grosses bêtes que je vous ai montrées auparavant, hein, eh ben, il paraît que vous allez en gagner pas mal des points de vie, et que vous allez pouvoir temporiser un petit peu, parce que si vous avez des grosses bêtes, d'accord, mais vous n'avez pas forcément beaucoup de bêtes. Donc le fait de faire en plus des points de vie, ça permet de temporiser un peu les attaques adverses qui peuvent arriver. Donc très bonne carte ici. Et le Fléau des Flottes, alors lui je l'adore, parce qu'en fait, c'est vraiment juste la vrasse spécifique aux grosses bêtes. Et la vrasse spécifique à ce deck simique qui peut ramper. Parce que Fléau des Flottes prend en compte le nombre d'îles que vous avez. Donc t'es là, ok, d'accord, le nombre d'îles, bah oui, mais en même temps on n'en aura pas forcément beaucoup. Bah en fait si, parce que vu que vous allez pouvoir ramper un petit peu à fond, à partir du moment où vous avez suffisamment de terrain, généralement vous allez bouncer toutes les créatures adverses, quoi. Donc du coup c'est quand même pas mal d'avoir cette créature qui fait un effet de bounce de masse. Donc ouais, ça marche très bien. Alors les améliorations que j'ai à vous proposer ici, elles vont dans plusieurs catégories, parce que vous avez vu, la stratégie elle est globalement assez linéaire, c'est
on rampe, on va ensuite jouer des trucs qui font de la value pendant qu'on rampe, ensuite on a notre commandant, et ensuite on met les grosses bêtes pour commencer à défoncer le board. Voilà, globalement, c'est pas non plus très compliqué. Mais je vais me permettre de rajouter des cartes qu'on pourrait mettre pour l'amélioration de ces decks-là, et dire, ok, dans chaque catégorie, il y a des cartes en plus qui peuvent être rajoutées qui rendront ça beaucoup plus puissant. Déjà, on va commencer avec la catégorie au niveau du ramp. Parce que oui, alors au niveau du ramp, j'ai 3 cartes que je vais me permettre d'ajouter ici, qui sont relativement accessibles en plus, et qui vont nous permettre surtout de poser plusieurs terrains par tour. Ce qui est quand même le but même du commandant, et surtout que si on a le commandant qui arrive plus tôt, ça veut dire qu'on peut poser à nouveau plus de terrains, éventuellement qu'on peut faire des synergies avec les terrains en plus, qu'on peut encore en poser plus, et du coup qu'on peut avancer plus vite dans notre mana. Donc voilà, je vais me permettre de poser ici les 3 cartes en question, c'est Exploration, Bourgeonnement et Azusa, égaré mais en quête. Alors, exploration, évidemment, il fait le même effet qu'à ici. Donc c'est justement le but, c'est de se dire qu'au tour 1, on peut avoir un effet, ou même au tour 2 ou au tour 3, c'est suffisant, mais juste dans les premiers tours, on peut avoir un effet qui nous permet de poser un terrain supplémentaire. Et ça c'est fort, et ça suffit en fait à nous faire ramper notre commandant encore plus rapidement qu'avec de simples sorts de rampe. Et surtout, ça permet d'éventuellement lancer plusieurs sorts de rampe par tour, ce qui est assez drôle. Ensuite, le bourgeonnement, alors celui-là c'est un outil à maîtriser avec grande parcimonie, il faut beaucoup de maîtrise je trouve pour utiliser cet enchantement là. Vous allez me dire, oui mais attends, ouais, ça va, les autres ils posent un terrain, je pose un terrain aussi. Ok, oui, mais en fait le problème c'est que généralement on se retrouve avec des personnes qui ont tendance à garder bourgeonnement très tôt dans la partie, ou au contraire qui le tombent très tard. C'est une carte malheureusement qui peut ne servir à rien. Mais dans un deck comme celui d'Aesi, où on a beaucoup de terrain, et d'ailleurs je vous engage à conserver beaucoup de terrain, et à ne pas intégrer des cailloux ou des conneries du genre, ou même des elfes à mana, on s'en fout, le but ici c'est de jouer des terrains, et bah du coup bourgeonnement sera peut-être plus utile. Derrière, l'avantage c'est que du coup vous pouvez vous retrouver avec des tours extrêmement explosifs, c'est-à-dire bourgeonnement T1, ensuite chaque adversaire va évidemment jouer un terrain, bien sûr, il y a personne qui va dire « Ah non j'ai pas envie que tu poses un terrain, je vais pas en poser non plus ». Et là au premier tour c'est assez ridicule. Donc bourgeonnement T1 ou même T2, les adversaires posent tous un terrain, et si vous avez suffisamment de terrain en main, donc c'est pour ça qu'il faut vous assurer que vous en ayez au moins 3 supplémentaires en main, au moment où vous le jouez, et bien du coup vous pouvez poser des terrains en plus, et tomber par exemple à ici au tour 2. Ah oui, tour 2 ou tour 3 selon les terrains que vous avez posés. Donc voilà, c'est très intéressant et ça fonctionne très bien en fait ce bourgeonnement, mais vraiment c'est très spécifique comme type de carte. Azusa, oui, bah voilà, on peut jouer 2 terrains supplémentaires. Où est le problème? Ça veut dire que vous pourriez jouer Aesi au tour 4 derrière, c'est quand même très intéressant. Ça fonctionne vraiment bien en fait, avec cette logique de deck, où vous allez pouvoir rejouer en boucle des terrains dans tous les sens. Ça peut être pas mal du tout. Donc vraiment, ouais, très bonne carte. Ensuite, les synergies avec les terrains, ou le mana ramp en général, j'en ai 3 à vous proposer. On a Arixmetes, Trade Routes, donc les routes marchandes, et Uyo, Prophétesse silencieuse. Alors oui, j'ai mis un peu de tout là, il y a vraiment un mix de pas mal de choses différentes. Arixmetes, pourquoi? Bah parce que Arixmetes c'est lui-même une grosse bête, mais c'est tout surtout à la base un terrain quand il arrive en jeu. Voilà, parce qu'il arrive avec ses marqueurs sommeil, il est en sommeil, c'est pas encore une grosse bête, c'est juste un terrain, mais il nous fait 2 mana. C'est très intéressant parce que du coup on se retrouve avec un mana ramp assez conséquent. Pour 4 mana vous avez rampé de 2. Donc un peu comme certains sorts qui existent déjà, bien sûr, certes, mais ici on a le gain aussi d'avoir une grosse créature après qui sera très utile, vu le but du deck reste quand même, après tout, de jouer des grosses bêtes. Donc oui, il faut un moment qu'on ait cette grosse bête ici, qui est quand même une 12-12, c'est l'une des plus grosses de Magic aussi, hein. Donc ouais, c'est assez impressionnant et ça fonctionne bien ici dans ce deck. Après, on a du coup les routes marchandes, bah oui, je vous avais dit, il nous faut des synergies pour éventuellement renvoyer des landes dans la main de leurs propriétaires, et ensuite pouvoir les rejouer. Donc ici, voilà, vous avez possibilité d'utiliser directement vos landes en les défaussant pour piocher, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais juste ici, pour un mana, le fait de pouvoir retirer un terrain que vous contrôlez dans votre main, eh bien c'est évident que ça fonctionne plutôt pas mal, parce que le but c'est qu'avec Aesi derrière, on pioche, on rejoue, on pioche, et voilà, donc le but c'est de faire de la value et d'éventuellement trouver des solutions, et de vider le deck assez rapidement, ce qui est très faisable avec le deck de base déjà. Uyo, Prophétesse silencieuse, elle est dans la même logique, parce que, alors ici vous allez pouvoir copier des sorts d'éphémères ou de rituels, vous allez me dire oui bon, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'éphémères rituels, bah détrompez-vous en fait, parce que c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut copier les sorts qui vont justement nous permettre d'aller ramper, d'aller chercher des terrains en plus et de les mettre directement en jeu, c'est quand même très efficace, mais aussi pourquoi pas les sorts de gestion, voilà, je sais pas pourquoi un petit réveiller la bête par exemple, c'est vrai que c'est le genre de sort qu'on a envie aussi de copier éventuellement pour gérer plusieurs menaces à la fois, donc ça peut être très intéressant, et avec des bonnes synergies, vous pouvez simplement copier les bons sorts qui vont juste vous permettre de faire pas mal de value avec tout ça.
Allez, on va enchaîner avec les grosses bêtes. J'en ai quelques-unes à vous conseiller ici pour ce deck. On a Brinelin, Serpent des Profondeurs Abyssales et Hydre du Venvald. Alors Brinelin, bon évidemment il est dans l'édition Commander Legends, vu qu'on joue avec des gros spells, c'est vrai que Brinelin a l'air assez intéressant, surtout voilà, vous pouvez renvoyer des permanents dans la main de leur propriétaire en jouant des gros spells, ça a l'air d'être complètement la synergie d'Aesi, et ça a l'air d'être un peu le cousin, le copain de Aesi, donc à mon avis les deux ensemble vont se faire plaisir. Le Serpent des Profondeurs Abyssales, c'est quand même... Alors c'est une carte, vous allez me dire, mais attends, ça vient de Terros par de la mort, mais je l'ai jamais vue. C'est tout à fait normal en fait parce qu'elle vient des thème boosters. Donc les thème boosters c'était ceux en fait qui étaient selon les couleurs. Et en fait ça fait partie de ces cartes exclusives que vous pouviez avoir dans ces thème boosters. Et bah écoutez, peut-être mettre la main dessus si vous aimez les decks justement avec toute la faune marine, il paraît. Puisque du coup, ben, empêcher les kraken, les léviathans et les pieuvres et les grands serpents d'être bloqués, excepté par ces créatures-là, oui, c'est très très bien. Donc voilà, c'est une très bonne carte qui va vous permettre de littéralement de miser sur le fait que vous jouez un deck des profondeurs de la mer, voilà. Donc du coup, ce serpent, il est vraiment dans la très très bonne logique, tout comme voilà, Brinelin avant lui pour pouvoir me permettre de bouncer. Ici on est sur une logique, je vais pouvoir attaquer avec mes grosses bêtes et foutre des patates. Génial. Et l'hydre du Venvald, alors oui, c'est pas une bête de la mer, mais en fait, elle a cet avantage d'avoir la portée en plus, d'être quand même une bête assez conséquente, elle a quand même une bonne grosse force, et surtout nous permettre de nous chercher un terrain, mais aussi un terrain spécial. C'est quand même assez utile, et en plus qui nous permet de piocher avec Aesi à côté. Donc, étant donné que l'hydre du Venvald grossit en fonction du nombre de terrains, et que Aesi nous permet d'en poser plus, c'est certainement l'une des créatures qui va le plus bénéficier d'un avantage grâce à ce commandant-là. Je vous propose Multani, avatar de la Yavimaya, le Bane of Progress, le fléau du progrès, et le gardien vert ancien. Alors Multani, évidemment, comme il joue avec le nombre de terrains, qu'il a la portée et le piétinement en plus, ça a l'air quand même assez fort. Et en plus, le bonus, c'est que quand il est au cimetière, vous allez pouvoir le renvoyer en renvoyant 2 terrains que vous contrôlez de la main de leur propriétaire. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant, parce que là, du coup, ça synergise en plus avec Aesi. Donc Multani, ça fait partie de ces cartes, je pense, qui sont quasiment qui devraient être auto-inclus, parce qu'elles synergisent de toutes les manières possibles avec le commandant. Donc voilà, ça fait plaisir. Le Bane of Progress, le fléau du progrès, d'ailleurs qui va être édité en Commander Collection Green, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette version-là, qui est assez... l'illustration me fait un peu marrer. Mais alors, du coup, vous allez me dire, mais c'est pas une grosse bête, c'est une 2-2, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, bah pour 6 mana, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu léger, mais surtout en fait, étant donné qu'on joue beaucoup autour des terrains et des créatures dans ce deck Aesi, ici, le fait d'avoir une race artefact et enchantement disponible sur une créature, c'est très efficace en fait, puisque du coup vous avez moins de risques vous de perdre quelque chose, parce que déjà vous n'allez pas jouer les cailloux. Les cailloux vous les jouez pas, il n'y a pas beaucoup d'artefacts que vous allez jouer dans ce pack là, peut-être que quelques enchantements, dont ceux que je vous ai conseillé. Donc voilà, globalement vous n'allez pas y perdre grand chose contrairement aux adversaires, et surtout ben, ça fait grossir votre bête de manière exponentielle. Donc c'est vraiment génial. Ce fléau du progrès ça fait partie de ces cartes vertes que j'aime beaucoup, parce que c'est une bonne bête qui fonctionne bien pour gérer les boards. Et le gardien vert ancien, eh bien oui, alors... Ici, encore une fois, on se retrouve avec une carte qui nous permet de rejouer les terrains depuis cimetière, ce qui est très intéressant avec les fetch, bien sûr, du coup, ce que Aesi adore. Et en plus, on se retrouve avec le fait que, eh ben, comme nos terrains déclenchent une capacité, celle d'Aesi, au moment où ils arrivent en jeu, eh bien, vous allez pouvoir déclencher la capacité une fois de plus, donc piocher 2 cartes. Donc le gardien vert ici, dans ce deck, fonctionne juste, mais du feu de Dieu. Et enfin, je vais finir avec quelques gros sorts, parce que, oui, alors oui, les créatures, oui, ça c'est bien et tout, vous pouvez mettre des grosses bêtes, là je vous invite à aller faire vos plus belles recherches, mais vous pouvez aussi jouer des gros spells, et pour ça, alors j'en ai 3 à vous proposer plus particulièrement, qui peuvent s'intégrer dedans, et qui sont vraiment assez puissants. Alors faites comme vous le souhaitez, hein, je sais que certaines cartes ne sont pas forcément aimées, bah du coup pourquoi pas utiliser la nouvelle carte de Commander Legends qui coûte 9, c'est Reforger la Terre, qui va nous permettre justement d'aller chercher jusqu'à 10 cartes de terrain. Bah du coup ça fait une pioche de 10 en fait derrière, donc du coup pour 9 mana vous allez piocher 10 cartes en ayant rampé de 10 terrains, qui sont en plus des terrains non basiques, vous pouvez aller chercher des non basiques, donc ça fait quand même plaisir aussi de pouvoir aller chercher des terrains spéciaux, qui éventuellement ont des effets qui vont nous intéresser pour la suite. Et en plus bah derrière, si jamais vous avez des effets qui se déclenchent quand un terrain arrive en jeu à côté, en plus d'Aesi, qui font des jetons par exemple, un simple exemple, eh bien vous allez pouvoir vous amuser à faire pas mal de jetons en un coup et pour vous défendre en fait. Donc ça fait plaisir. Reforger la Terre, ça fait partie de ces gros spells en fait qui vont donner une avance considérable, et étant donné qu'on rampe très bien avec Aesi, qu'on avance beaucoup plus vite au niveau du mana qu'on pose, eh bien Reforger la Terre, vous allez peut-être pouvoir le lancer beaucoup plus tôt que vous le pensiez, pourquoi pas, je sais pas, au tour 7 par exemple, au lieu du tour 9, peut-être au tour 5, au tour 4, si jamais vous êtes très chanceux, mais voilà, ça fait plaisir, et je pense que Reforger la Terre peut vraiment vous faire juste exploser la partie, parce que vous aurez une avance considérable, et en plus comme les terrains sont rarement gérés en commandeur,
eh ben vous avez un avantage considérable. Évidemment ensuite il y a Expropriate, que je ne pouvais pas ne pas conseiller. Bah oui, parce qu'à un moment c'est quand même un gros sort à 9 qui vous donne un avantage énorme sur les jeux adverses, et si vous pouvez le lancer 3 tours plus tôt, il paraît que généralement ça fait le café. Donc oui, et en plus comme Expropriate donne des tours supplémentaires, et que ASI vous permet de jouer un terrain supplémentaire par tour, ça veut dire que plus vous jouez les tours supplémentaires, et plus vous allez pouvoir abuser de la capacité d'ASI à poser des terrains en plus. Donc vraiment, ça fonctionne très très bien dans ce pack. Après, vous avez le droit de ne pas aimer la carte ou de ne pas la jouer, c'est votre choix. Et la dernière carte dont je voulais vous parler, c'est Tooth and Nail, dents et ongles, puisque bah évidemment comme on joue des grosses bêtes et que vous n'allez pas forcément avoir le moyen de systématiquement trouver les meilleures grosses bêtes dans votre pack, bah pourquoi pas jouer dents et ongles, puisque du coup vous allez pouvoir aller les chercher directement dans votre deck et les mettre directement en jeu. Donc je pense qu'on peut être assez content de cette carte là, et du fait que vous allez pouvoir y ramper et la jouer assez rapidement. Donc globalement, pour résumer un petit peu ce deck Simic, de base il est déjà assez fort, il a déjà beaucoup d'éléments qui sont très intéressants, de bonnes rééditions qui lui permettent de vraiment proposer des plans de jeu assez variés, et du coup qui peuvent être assez centralisés dès que vous commencez à rajouter des effets récurrents, c'est-à-dire des effets qu'on a déjà dans le deck, poser plusieurs terrains par tour, ramper un peu plus, renvoyer des terrains dans la main, donc voilà, avoir des grosses bêtes qui synergisent avec vos autres grosses bêtes ou avec votre commandant, et oui, tout ça, ça fait que ce pack de base il est déjà intéressant et qu'avec quelques cartes, hein, vraiment quelques cartes, vous pouvez déjà l'améliorer pour déjà avoir un bon niveau de jeu et jouer avec vos gros amis de la mer. Ensuite on enchaîne avec le deck blanc-rouge Boros, le deck équipement qui tourne autour de Willette, âme de l'acier, un humain et guerrier qui coûte 3, dont un blanc et un rouge, c'est une 2-2 piétinement, et à chaque fois qu'il attaque, vous piochez une carte pour chaque aura et chaque équipement qui lui sont attachés. Alors du coup tout de suite, là on peut analyser un petit peu le truc. Alors déjà le piétinement, très bonne capacité d'évasion vu la stratégie du deck. Le but c'est de jouer aura et équipement. Donc ici, étant donné qu'on va avoir des auras et l'équipement qui vont nous donner des boosts conséquents, le piétinement en bonus c'est vraiment le truc qu'on veut en plus. Alors certes il aurait eu le vol, ça aurait été un petit peu débile, mais bon, c'est déjà largement suffisant pour ce que c'est. Et en plus derrière, on a un petit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en blanc et en rouge, c'est le fait de piocher des cartes. Intéressant. Et oui, puisque ici on va nous permettre de piocher des cartes en fonction du nombre d'auras et d'équipements attachés sur Willette au moment où il attaque. Et c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire on va miser sur une quantité plutôt que sur une qualité des équipements. Parce que, évidemment, vous pouvez jouer un gros équipement qui coûte 7 mana et qui va coûter 3 mana équipé, mais honnêtement, un petit équipement en fait à 1 qui coûte 1 à équiper rapportera autant de value que ce gros équipement qui vous coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, c'est assez intéressant, et surtout c'est une plus-value qu'on n'a jamais eue en fait réellement au niveau du commandeur. Donc ça fait déjà très plaisir, on est sur un commandant qui innove, voilà, tout en restant un peu dans le classique, hein, voilà. Et c'est un commandant Voltron surtout. Alors oui, Voltron. Certains me posent la question, qu'est-ce que tu dis de quoi tu parles quand tu dis Voltron? Ça correspond à quoi? Voltron en fait c'est quand il y a une carte, soit une créature généralement, ou généralement le commandant, qui est au centre de la stratégie sur laquelle on a tendance à tout mettre. C'est-à-dire que voilà, là ici on met tous les équipements, toutes les auras, et en gros cette carte-là à elle seule qui fait la game. Le but c'est que cette carte-là sorte, et qu'elle fonctionne, et que voilà, généralement c'est une créature, hein, voilà, et qu'elle fasse la game à elle toute seule. C'est le Voltron. C'est voilà, mon commandant au-dessus de tout un petit peu. Et ici Willette, bah il est carrément dans cette stratégie, hein. Le but c'est de foutre des patates avec votre commandant, éventuellement de tuer aux dégâts de commandeur. Et ça peut se faire assez rapidement hein, quand on regarde, parce que du coup si vous avez des équipements qui s'équipent pour peu cher mais qui ont déjà un bon boost, éventuellement qui donnent l'initiative, parce qu'il paraît qu'avec le piétinement ça marche plutôt pas mal, donc ouais ça va être plutôt bien en fait. Donc Willette, très intéressant, peu cher, value, de l'évasion déjà, il y a de bonnes choses là. Alors les cartes exclusives à côté, on a la rune de garde providentielle, un enchantement aura qui coûte 3 dont un blanc qui enchante une créature ciblée, voilà. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash s'il cible un commandant, et la créature enchantée a l'indestructible, ce qui est quand même génial avec Willette. Alors bon, ce qui m'embête un petit peu, d'une certaine façon, parce que on peut dire oui, l'indestructible sur un commandant qui attaque souvent, c'est très bien. Mais du coup, j'ai une question. J'ai une question pour vous en fait. Le truc c'est que la rune de garde providentielle, vous pouvez la lancer en flash sur votre commandant. Le problème c'est que le moment où vous allez avoir envie de protéger votre commandant, alors, en dehors d'une simple vrasse, donc si jamais c'est au moment où vous attaquez, et que du coup vous êtes bloqué derrière par une créature qui est éventuellement boostée, bah la rune de garde vous allez la lancer en flash, d'accord, donc c'est une protection. Mais le problème c'est que Willette, sa capacité se déclenche au moment où il attaque, pas au moment où il inflige des blessures. Donc ça veut dire que, techniquement, à moins de dire « Ok, j'attaque avec Willette, et en réponse à l'attaque, je joue la rune de garde providentielle sur lui », ce qui est pas très surprise, hein, c'est un petit peu
Ok, d'accord. Bon, bah tant pis. Et du coup, bah vous ne piocherez pas de cartes avant de pouvoir attaquer avec lui. Donc voilà, c'est vraiment une protection qui est pas ultra synergique avec Willet, mais qui est suffisamment intéressante en fait et qui sera probablement jouée dans certains decks Aura ou Voltron. Et la dernière carte exclusive, c'est le Sol Acier Incandescent, un artefact équipement qui coûte 2 dont 1 rouge. La créature équipée gagne +1/+0 pour chaque adversaire que vous avez, et à chaque fois que la créature équipée subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle cible, et ça a un coût d'équipement de 4. Alors, il y a des combos qui existent avec, je ne vais pas vous les donner, mais ça n'est pas avec Willet directement. C'est une carte qui est assez moyenne en fait. Je pense qu'en dehors des combos, c'est pas très utile comme carte, parce que vous avez quand même juste un moyen d'attaquer vos adversaires avec plus de force, ok. Mais en plus, le problème c'est que les decks Voltron, généralement, qu'est-ce qu'ils font surtout les decks ultra aggro, ils ont tendance à gérer un joueur à la fois, donc ça veut dire que plus vous éliminez les joueurs, et moins votre Sol Acier va être efficace. Donc c'est un petit peu bizarre comme effet. Derrière, j'aime bien l'effet qui dit que quand elle subit des blessures, elle inflige autant à n'importe quelle cible. Ça fonctionne bien, j'ai envie de dire. C'est pas non plus dégénéré, mais ça fonctionne très bien. Donc ouais, le Sol Acier Incandescent, c'est une bonne carte. Pour moi, le coût d'équipement est un peu cher, mais le problème, c'est comme il y a des combos qui existent avec d'autres cartes, donc du coup, ça justifie un petit peu le coup. Ensuite, dans les cartes qui sont éditées dans ce deck, alors on a 3 commandants qui sont réédités ici. On a Audric, Maréchal Lunarque, Tiana, pourvoyeuse de navire, et Sram, chef édificateur, et on en a un 4ème derrière, pardon. Donc Audric, Maréchal Lunarque, bah oui, si on a des mots-clés qui sont partagés par nos créatures, c'est vrai que les donner en plus à notre commandant qui est en Ultra Voltron, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc c'est pas mal, voilà, mais ma petite remarque, c'est quand même que dans le deck, en dehors du commandant, il y a 11 créatures. Donc c'est très peu, j'ai peur que dans le deck de base, Audric ne fasse pas grand chose, à part se donner le piétinement à lui-même, éventuellement une autre capacité parce qu'il y a un équipement qui traîne et qui en donnait une, mais voilà, c'est un petit peu bizarre. Tiana, pourvoyeuse de navire, là on est sûr, là du coup elle donne vol d'initiative, ok, mais surtout elle est là parce que comme il y a des auras et des équipements qui peuvent partir des fois au cimetière, eh bien vous pouvez les récupérer, c'est quand même assez intéressant parce que, je veux dire, le fait de récupérer une aura parce que votre commandant éventuellement est mort ou votre créature enchantée était morte, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'on la perd jamais, on est toujours en value constante, et du coup le problème du 2 pour 1, le fameux 2 pour 1, c'est-à-dire le fait que une créature enchantée, si vous la gérez, en fait vous avez géré 2 cartes en même temps, et ici il ne se pose plus, vous avez juste fait du 1 pour 1, donc dans la perte, c'est plutôt pas mal. Sram, chef édificateur, oui, lui il aime bien quand on lance des sorts d'aura et d'équipement, voilà, il aime bien, ça fait piocher. C'est de la value supplémentaire qui se fait du coup au moment où c'est casté, plutôt qu'au moment où Willet va attaquer, donc ça permet éventuellement de débloquer certaines situations où Willet ne peut pas attaquer, et vous avez besoin du coup de piocher des cartes supplémentaires, vos équipements, vos sorts d'aura, même s'ils vous permettent pas de passer, au moins ils vous permettront de piocher et éventuellement trouver des solutions. Donc ça fonctionne très bien ici dans ce deck, c'est vraiment tout à fait adapté. Et la dernière carte commandant légendaire, c'est Danita Capachen Parangon, donc voilà, qui a elle-même beaucoup de mots-clés bien évidemment, mais surtout qui permet de lancer des sorts d'aura et d'équipement pour 1 de moins, ce qui est généralement assez utile, il faut l'avouer. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction de coût sur ces types de cartes qui sont très présentes dans le pack. Bon, parlons maintenant des autres cartes du deck, parce qu'on en a quelques-unes qui sont intéressantes. On va parler de synergie équipement dans le deck, pour commencer, et on va parler de l'écuyer des reins, de l'aide de Sigarda et du chercheur de reliques. Alors, l'écuyer des reins, alors attendez, il faut quand même que je vous dise, c'est la première réédition depuis Miraudin assiégé. On est actuellement sur une réédition qui date un petit peu, et c'est quand même une excellente carte, parce que bon, juste une capacité activée qui vous permet d'équiper un équipement sur une créature que vous contrôlez, oui, c'est fort, ça se fait en éphémère, c'est génial, surtout sur les gros coups d'équipement qui sont parfois un petit peu trop chers. Alors du coup, ne misez pas tout là-dessus si jamais vous faites un deck avec l'écuyer des reins, ne me prenez pas non plus au mot, mais c'est une très bonne carte qui a tendance, juste à dire, ok, c'est bon, les coups d'équipement, c'est plus un problème, et en plus ça se fait en éphémère. Wouh, fiesta. Donc derrière, l'aide de Sigarda, c'est le même genre, on est sur une excellente carte qui n'avait pas été rééditée depuis Eldritch Moon, la lune hermétique, et ici, ouais, lancer des sorts d'aura et d'équipement en flash. Alors, cet enchantement-là, il coûte qu'un blanc quand même, c'est très peu cher. Et en plus que chaque fois qu'un équipement arrive sur le champ de bataille, vous pouvez l'attacher directement à une créature ciblée que vous contrôlez. C'est-à-dire que littéralement, vos équipements peuvent être lancés en flash et s'équiper automatiquement sur une de vos créatures. Ça fait que vos équipements deviennent des tricks de combat. C'est quand même dingue. Donc oui, l'aide de Sigarda, c'est une excellente carte de ces jeux équipements et aura, surtout les équipements, et c'est démentiel en fait. Vraiment, je suis très content qu'il l'ait réédité ici. Le chercheur de reliques, alors lui c'est une carte très sympathique de Magic Origins, du coup quand il inflige des blessures de combat à un joueur qui n'était pas réputé, il devient réputé, il gagne son petit marqueur, et il va permettre de chercher en fait une carte d'équipement et de la mettre dans votre main. C'est pas mal, c'est un bon tuto qui est directement présent dans le deck,
C'est assez cool et ça fonctionne plutôt bien avec ce pack. Ensuite, on va parler des équipements. Alors il y a des gros équipements dans cette édition qui sont réédités. On va parler de Forgeur de Soleil, Lame Noire Reforgée et Épée de la Vengeance. Ce ne sont pas les seuls qui sont présents dans les decks, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Forgeur de Soleil, c'est une excellente carte, j'ai rien à dire en fait. Du coup, parce que vous avez ce plus 4 plus 0 qui est quand même assez impressionnant, mais surtout cette possibilité quand même d'aller chercher un éphémère blanc ou rouge et de le lancer gratuitement. Donc ouais, t'es là, ok d'accord. C'est fort, le coût d'équipement est un peu cher, mais avec certaines cartes, il paraît que ça peut bien fonctionner. Donc oui, Forgeur de Soleil, c'est une excellente réédition ici. La Noire Reforgée, c'est pareil, on est sur un deck Voltron qui fonctionne beaucoup autour de notre commandant, donc du coup un coût d'équipement légendaire beaucoup plus faible que le coût d'équipement normal, évidemment que ça nous intéresse. Et en plus notre créature déjà de base a le piétinement, donc le boost pour le nombre de terrains qu'on a, plus l'âme noire va arriver loin dans la partie, et plus elle fera mal en fait avec notre commandant. Donc c'est génial et ça fonctionne très bien ici. Et l'épée de la vengeance, alors... L'épée de la vengeance, j'avoue que c'est pas forcément l'un des meilleurs équipements, mais en fait il y a tellement de mots-clés qui vont dessus. Il y a la vigilance, l'initiative, le piétinement et la célérité. Alors du coup c'est quand même bien, c'est du coup si vous avez des malins en trop, bah, vous pouvez équiper à votre commandant directement pour qu'il ait la célérité. Mais surtout en fait ce qui m'intéresse c'est vigilance, initiative. Parce que piétinement il l'a déjà. Vigilance parce que du coup c'est avec que notre commandant n'est pas systématiquement engagé pour faire de la value. C'est-à-dire que du coup il n'a plus qu'à attaquer en restant en bloqueur derrière. Et en plus derrière l'initiative avec le piétinement, je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien. Parce que initiative plus piétinement, ça veut dire que bah, on s'en fiche les adversaires, s'ils n'ont pas une créature qui a suffisamment d'endurance pour tanker, elle va mourir avant même d'avoir l'occasion d'infliger ses blessures. Donc même si notre commandant reste à 2 d'endurance, on s'en fout. Donc épée de la vengeance, c'est aussi un très bon équipement pour ça. On va parler des auras quand même. Je pense qu'il y en a 3 vraiment qui sortent du lot dans ces auras, et il y en a 2, je m'attendais pas à les voir ensemble dans le même pack. On a sur les ailes de Serra, l'autorité incontestable et le manteau d'esprit. Alors sur les ailes de Serra, évidemment, c'est excellent, c'est une excellente carte d'aura. Si vous jouez aura, généralement vous avez tendance à la jouer. Voilà, si vous aimez jouer Voltron, tout ça. Parce qu'il faut avouer que donner le vol, la vigilance et le lien de vie à une créature, en plus d'un petit boost, c'est quand même pas mal. Donc voilà, sur notre commandant, ça fera très plaisir parce que du coup ça lui permet de gagner des points de vie, ce qui est pas mal dans un deck où il y a très peu de créatures. L'autorité incontestable et le manteau d'esprit, en fait, ce sont les 2 cartes que je ne m'attendais pas à voir ensemble parce qu'en fait, ils ont une ligne de texte assez dingue, c'est la créature enchantée a la protection contre les créatures. T'es là, c'est le genre d'effet en fait où t'es là, ouais bah ma créature en fait bah elle est imbloquable. T'es là, et tu vas activer une capacité qui va sublimer ma créature, ah bah c'est une capacité de créature, ça marche pas non plus. T'es là, ouais, non, ouais, c'est fort, c'est très fort. Ce sont 2 auras qui sont très fortes en fait. Bon, l'une qui donne un boost, l'autre qui permet de piocher quand elle arrive en jeu. Je vous avoue que les 2 se valent, et vraiment... Je pense que ouais, c'était... S'ils n'avaient pas été dans le deck de base, je vous aurais conseillé de les mettre, en fait. Donc ouais, ça fonctionne vraiment très bien. Parlons un petit peu des améliorations. Oui, on va parler direct des améliorations. Je sais que j'aurais pu m'étendre un peu plus sur le deck de base, mais globalement, vous avez fait le tour. Je veux dire, des équipements, des auras, bon voilà, il y a un peu de tout. Quelques éphémères rituels assez sympathiques pour gérer les situations et pour... voilà, bon, je vous avoue que allez voir les listes, elles sont assez complètes et... il y a des choses intéressantes dedans. Mais j'ai pas mal d'améliorations à vous proposer malgré tout. On va commencer avec les améliorations qui touchent à la fois aux équipements et aux auras. Et on va commencer avec 3 cartes qui sont éditées ou rééditées dans Commandant Legends, ce qui me fait plaisir parce que ça fonctionne bien. Il y a la Chasse au ciel cuirassé, Reyav maître forgeur et Ouvrez l'armurerie. Alors Chasse au ciel cuirassé quand même, c'est une excellente carte, j'aime bien, je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle a une capacité de déclencher au moment de l'attaque. Ce qui fait que comme elle se déclenche en même temps que notre commandant, ça peut être largement suffisant pour que la capacité déclenchée de Willett derrière nous permette de piocher. Puisque en plus la chasse ciel va nous permettre de creuser 6 cartes pour récupérer une aura ou un équipement, la mettre en jeu, et si jamais c'est un équipement qui est mis en jeu de cette manière, vous pouvez l'attacher directement à une créature que vous contrôlez. C'est quand même dingue. Donc ça fonctionne très bien avec toute la logique de ce deck, et vraiment, la chasse ciel, si vous l'avez topé dans Commandant Legends, c'est automatique, vous allez la mettre dans Willett. D'autant plus que c'est quand même une créature qui a déjà de l'évasion, donc ça veut dire que vous pouvez attaquer avec, et vous avez moins de risques que si c'était une créature au sol. Donc vraiment, waouh. Reyav, alors pour ceux qui ont vu un petit peu nos lives d'avant-première autour de Commandant Legends, Reyav fait partie de ces créatures qui m'ont vraiment marqué parce que c'est fort. Bordel, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et je l'ai pas dit assez encore, hein. C'est fort. Parce que vraiment donner la double initiative systématiquement à toute créature enchantée ou équipée qui attaque, que vous contrôlez, wow, ça déboîte. Alors je vous disais tout à l'heure, oui, l'initiative avec le piétinement, c'est vraiment génial. Mais imaginez la double initiative avec le piétinement sur notre commandant. C'est juste débile. C'est vraiment un point où en fait Reyav,
je trouve qu'il est extrêmement puissant parce qu'en fait, il permet d'activer tout le deck équipement et aura de manière très puissante en fait. Et vraiment, vous pouvez mettre des patates très rapidement. Imaginez simplement, voilà, je veux dire, Raya, vous lui mettez un petit équipement qui a +2/+0, voilà, un Syndos ou un truc du genre. Vous l'équipez, et durant le même tour, vous allez jouer Rayav, et derrière, Willet va attaquer. Willet attaque, donc du coup, il est éventuellement à 4 de force, et du coup, il attaque pour 8 dégâts de commandant en double, voilà, c'est la double initiative, quoi. T'es là, ouais, c'est... Donc ouais, c'est très très puissant, et honnêtement, Rayav fonctionnera très bien dans ce deck. Ouvrez l'armurerie, évidemment, là ici on est sur une carte qui va chercher aura ou équipement, c'est une carte qui est faite pour ce deck, c'est une carte que vous avez envie de récupérer et de jouer dans ce deck-là. Très bon tuto, très bonne réédition, et très bien ici. On va parler un petit peu maintenant de ce qui s'intéresse plus aux équipements. Parce que oui, on est en blanc-rouge, il paraît que les jeux équipements existent, et voilà, il y a des grands classiques, on peut pas passer à côté. Je vais vous parler tout d'abord des tutos, on va parler de la Mystic Forge Pierre, bien sûr, du Géant Tailleur de Pierre, et du Steel Shaper's Gift, le don du Forge Acier. Eh bien, oui. Alors, Mystic Forge Pierre et Géant Tailleur de Pierre, étrange, les deux ont été réédités dans Double Masters. Donc voilà, ça date d'il y a pas longtemps, tu te dis, c'est étrange, presque comme s'il y avait un deck équipement qui était prévu un petit peu pour la suite. Donc, la Mystic Forge Pierre, bien évidemment, c'est un très grand classique des jeux équipements, et c'est pareil pour le Géant Tailleur de Pierre, alors peut-être un peu moins parce qu'il coûte plus cher, bien sûr, mais l'avantage c'est que vous avez deux tutos très différents, Mystic Forge Pierre qui va vous tuto la carte et la mettre dans votre main, et le Géant Tailleur de Pierre avec sa capacité activée qui va vous permettre d'aller le tuto et de le mettre en jeu et attacher directement sur une de vos créatures. C'est fort, il paraît. Donc oui, les deux sont très bien, et le Steel Shaper's Gift, lui... eh ben, je l'adore parce que c'est une version, c'est une carte extrêmement old school et qui juste pour un blanc vous permet d'aller tuto un équipement dans votre deck et de le mettre dans votre main. C'est pas en éphémère, certes, mais bon, c'est largement suffisant et ça fonctionne très bien dans ce pack. Alors après, voilà, vous pouvez jouer éventuellement Enlightened Tutor, la préceptrice éclairée, si vous le souhaitez, mais moi j'ai une préférence pour celui-ci. Dans les autres cartes qui fonctionnent très bien avec ces équipements, on a le Paladin de Puracier, la Shikari Léonine et Arden. Alors Arden, je triche un peu, il fonctionne avec les auras et les équipements, bien sûr. Mais le Paladin de Puracier et la Shikari Léonine, ils font quelque chose qu'on aime bien en fait, c'est que ce qui nous embête généralement, ce sont les coûts d'équipement et surtout le fait qu'on ne peut faire qu'en rituel ces équipements. Et ben les deux vont nous aider à gérer cette situation-là. C'est-à-dire que déjà, Paladin de Puracier va nous permettre de piocher quand un équipement arrive en jeu sous votre contrôle, t'es là, nice, un moteur à draw, génial. Et en plus derrière, avec l'art des métaux, si vous avez 3 artefacts au moins sur le champ de bataille, vous allez pouvoir équiper pour 0 tous vos équipements. C'est fort, c'est très très fort. Et la Shikari Léonine, elle va dire, ok, l'équipement, tu peux le faire en éphémère maintenant. Wouh! Les deux sont vraiment très bien dans un jeu équipement, et ils seront tout à fait à leur place ici. Justement, on va parler un petit peu d'équipement. Je vais pas vous faire la liste totale, parce que je pense que ça dépend aussi de des budgets et des envies de chacun, voilà. Mais alors, la blague, c'est que les 3 que je vous ai sélectionnés, véridique, hein, j'ai pas fait exprès, encore une fois, les 3 viennent de Double Masters. Je ne sais pas pourquoi, c'est dingue, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, il y a 3 artefacts auxquels je pense, 3 équipements, paf, ces 3-là, et en fait, ils ont déjà été réédités cette année. C'est l'épée de festin et de famine, le marteau de Nazan et le chef-d'œuvre d'ingéniosité. Alors oui, voilà, vous allez me dire, épée de festin de famine, oui, c'est le gros classique. Mais en fait, n'importe quelle épée ferait l'affaire. Je veux dire, si vous voulez mettre toutes les épées, à part la blanc-rouge, parce que sinon vous allez avoir des problèmes, les gars, oui, je veux dire, l'épée de festin de famine, elle est très très bien. Faites gaffe à celles que vous sélectionnez, si elles sont réellement synergiques avec votre jeu aussi. Donc voilà, je pense que ça c'est votre sélection selon ce que vous préférez. Le marteau de Nazan, lui il a à peu près le même effet que l'aide de Sigarda, c'est-à-dire chaque fois que lui ou qu'un autre équipement arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous pouvez l'attacher à une créature ciblée que vous contrôlez. Donc c'est quand même génial, sachant que le marteau de Nazan donne +2/+0 et l'indestructible, c'est très très efficace. Donc oui, il y a cette logique où vos équipements, le but c'est qu'ils s'équipent une seule créature, votre commandant. Donc systématiquement, ils arrivent en jeu, ils sont automatiquement équipés. Bah c'est génial quoi, vous passez outre l'un des gros coups d'équipement qui fait que ouais, d'habitude on n'est pas trop content, les équipements c'est un petit peu dur à jouer, et bah là du coup Marteau de Nazan fait partie de ces cartes qui nous permettent de passer outre. Et le chef-d'œuvre d'ingéniosité, bah en fait, pour moi c'est un gros classique, parce qu'en fait ça peut être n'importe quel artefact en fait. Vous dites, ok, bah tu t'es là, ok, un équipement sur le champ de bataille qui est pas mal, ok, bah je vais faire c'est une copie en fait. Pour un mana, vous avez une copie de n'importe quel équipement. Là, ok, ouais, c'est pas mal, quoi. Une deuxième épée, un autre truc qui tâche un petit peu. Là, ouais, ça fait un peu mal, quoi. Donc ouais, le chef-d'œuvre, pour moi, il est tout à fait à sa place dans les jeux équipements, et vraiment, je vous invite à le jouer un peu plus souvent. Justement, on va commencer à parler un petit peu des auras, maintenant. On va changer un petit peu de mood, et on va passer sur quelques cartes qui synergisent très bien avec les auras. La Core Spirit Dancer, le Mystique des Ombres, et le Mythificateur,
le mythifieur nomade. Je vais hacher son nom, c'est pas un problème. Donc le corps Spirit Dancer, c'est celle qui justement aime quand on a des auras qui sont jouées, puisqu'elle nous permet de piocher des cartes, mais surtout que si jamais à un moment ou à un autre les auras vont aller sur elle plutôt que sur votre commandant, bah du coup elle gagne +2/+2 pour chaque aura qui lui est attachée. Donc encore une fois, un petit peu à la manière d'autres créatures qu'on connaît déjà, et ben la Corps Spirit Dancer fonctionne très bien aussi. La Mystique des Ombres, alors je l'adore parce qu'en fait elle transforme toutes les auras attachées au permanent que vous contrôlez en auras qui ont l'armure totémique. L'armure totémique, je vous rappelle, en fait, si le permanent enchanté devait être détruit, et ben à la place, vous sacrifiez, vous allez retirer toutes les blessures et empêcher la destruction, en fait. Et du coup, vous détruisez à la place une armure totémique. Donc ouais, c'est fort, c'est très fort. Pour protéger vos permanents, c'est génial. Et le mythifieur nomade, alors ça c'est une carte que j'ai redécouvert, et je suis très content. C'est du coup une carte qui va nous permettre, pour un blanc et en engageant, de mettre en jeu, attaché à une créature que vous contrôlez, une carte d'aura ciblée d'un cimetière. C'est quand même génial, c'est que c'est déjà un moteur à récursion pour les auras, ce qui est très rare dans Magic, il faut l'avouer. Surtout qu'il vous le remet en jeu directement et attaché à une de vos créatures, mais vous avez peut-être pas fait gaffe, c'est en ciblé d'un cimetière. C'est-à-dire que si jamais elle vient d'un cimetière adverse, vous la contrôlez quand même. Vous pouvez ranimer des auras adverses. Alors certes, vous allez me dire, ouais mais ça va, les gens jouent pas tous auras, tout ça. Ouais mais des fois il y a quelques auras sympathiques, vraiment intéressantes que vous aurez peut-être envie de piquer, qui sont dans des couleurs dans lesquelles vous n'avez pas accès, du vert, du noir, du bleu. Et du coup, juste dire, ouais, pourquoi pas. Juste, bah ouais, par exemple, je vais récupérer une formaqueuse, donc du coup, mon commandant, il va être imbloquable maintenant. Il va faire regard 1 en plus quand il attaque. T'es là, c'est pas mal ça aussi. Donc ouais, ça peut bien fonctionner, vraiment, ce mythifieur nomade. Et c'est une carte très intéressante. Ensuite, dans les auras, il y en a 3 que j'ai à vous proposer. Toutes les 3 qui sont très synergiques, on va le dire. Tout ce qui brille, protégé par la foi, et le Daybreak Coronet. Tout ce qui brille, je pense que là, c'est pas uniquement une aura que vous pouvez jouer dans un deck aura. C'est une aura que vous pouvez jouer dans le deck aura équipement de Willette classique. Parce que honnêtement, le +1/+1 pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez, ouais, généralement, si vous avez joué tout ce qui brille dans un deck artefact ou enchantement, vous savez que c'est fort. Voilà, c'est peu cher, c'est très puissant, et ça fonctionne vraiment très bien. Protégé par la foi, du coup, ben là je vous avais dit, oui, il nous faut des moyens de protéger notre commandant. Celui-ci, c'en est un supplémentaire qui est vraiment bien. D'autant plus que vous pouvez, ben, si jamais vous avez moyen, par exemple, à côté d'avoir une autre créature qui arrive sur le champ de bataille que vous voulez protéger encore plus, ben, vous pouvez la déplacer, c'est bien, c'est sympathique. Et le Daybreak Coronet, la couronne du diadème le diadème de la couronne du... Ah mince, le Daybreak Coronet, voilà, il est très bien comme ça. Eh bien, celui-ci est quand même génial, puisqu'il vous demande d'avoir déjà une autre aura attachée sur la créature. Mais le +3/+3, initiative, vigilance et lien de vie, à mon avis, Willette, il sera très content, parce qu'en plus, votre autre aura, généralement, aura donné un boost. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'imaginer que tout ce qui brille et le Daybreak Coronet soient mis sur la même créature. T'es là, ça fait vraiment plaisir. Ça fait déjà un petit +5/+5, t'es là, waouh. Juste avec ces deux cartes-là, donc oui. Et surtout, bah, encore une fois, les mots-clés, hein. Initiative, vigilance et lien de vie, on temporise à fond. Donc oui, ça fonctionne très bien. Vraiment, 3 très bonnes auras ici pour ce deck. Si je dois en parler un petit peu globalement, ce deck, de base, je pense qu'il a déjà de bons outils. Malheureusement, je pense qu'il est un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipements que malheureusement Wizard ne pouvait pas se permettre de réimprimer, parce que généralement les très bons équipements et les très bonnes auras, eh ben ma foi, elles sont assez recherchées, donc du coup ça aurait été un petit peu le bazar. Mais malgré tout, ils ont quand même réussi à trouver la place pour mettre des cartes qu'on voulait vraiment voir, des cartes qui sont vraiment bien en fait ici, et des bonnes rééditions en plus qui fonctionnent très bien avec le commandant. Donc vraiment, il y a déjà une excellente base, il suffit juste de l'améliorer un petit peu avec ce que vous avez à votre disposition, parce que je pense que tout le monde a à peu près ses équipements et ses auras préférés, voilà, si jamais ils veulent jouer dans ce pack-là. Donc encore une fois, c'est un deck à modeler à votre sauce. Moi ici, je vous ai donné les clés, les éléments essentiels pour moi, qui me permettraient de faire un deck beaucoup plus optimisé, et qui donne vraiment une autre valeur en fait à ce deck, et qui peut vraiment bien fonctionner. Bref, ces deux decks, j'en suis très content. Encore une fois, 2 très bons decks proposés par Wizards à moindre coût, et ça fait plaisir encore une fois, ça fait vraiment très plaisir, parce que du coup on se rend compte que oui, ils peuvent proposer des decks pas chers, certes avec beaucoup de rééditions et quasiment pas de nouvelles cartes, puisqu'on en a que 3 dans chacun des deux, contrairement aux autres decks Commander où il y en a plus d'une dizaine par deck. Donc oui, ici, en cumulant, en compilant un petit peu toutes ces cartes qui sont très intéressantes dans une stratégie dans des stratégies qui sont assez globales, j'ai envie de dire bleu-vert gros ton, et le blanc-rouge équipement aura,
avec des nouveaux commandants qui sont innovants et qui sont intéressants, et avec des nouvelles cartes qui le sont tout autant, eh ben ça fait plaisir. Et du coup ces deux decks, pour moi, ils valent vraiment le coup d'œil si vous aimez ces deux stratégies-là. Sur ce, il ne me reste plus qu'une seule chose à dire, c'est à la prochaine. Et puis tenez-vous au courant, bientôt le live des 3000 abonnés avec les tirages au sort, etc. Et du coup le concours. Et voilà, je vous retrouverai là-bas. Sur ce, à la prochaine et salut à tous, bye bye.